Bonjour, je suis Patrick Hamon, bienvenue à ce webinaire qui va consister à vous présenter notre solution de mesure et d'estimation de projets logiciels en ligne. Du logiciel, il y en a partout, dans tous les secteurs d'activité, dans énormément de produits. Il y a à peu près 120 millions de projets logiciels tous les ans sur la planète. Et le logiciel, vous le savez, est immatériel. Et cette immatérialité fait qu'il est très difficile à estimer, ce qui explique que beaucoup de projets soient en retard ou hors budget. Cette immatérialité explique aussi qu'il est difficile bien sûr de le mesurer et donc que nous ayons des indicateurs de performance biaisés. Et enfin, qu'il est difficile de le sous-traiter, ce qui peut expliquer qu'il y ait des conflits avec les sous-traitants. L'offre Estimancy, la solution Estimancy se décline sur deux cas d'usage. Premier cas d'usage, ça consiste à uniformiser les pratiques de chiffrage pour gagner en fiabilité. Imaginez une entreprise qui aurait énormément de projets logiciels, qui voudrait que le processus d'estimation soit le plus uniforme possible pour pouvoir progresser, pour pouvoir l'améliorer en permanence. Eh bien voilà, c'est cet objectif que nous pouvons atteindre avec ce premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, contractualiser sur une base forfaitaire et contrôler les chiffrages des fournisseurs. Là, nous sommes dans le cas d'une entreprise qui aurait beaucoup de sous-traitance, qui aurait externalisé tout ou partie de ses développements logiciels et qui aurait besoin d'industrialiser ce processus, c'est-à-dire être sûr que le, le- les sous-traitants appliquent bien le contrat, gérer tous les devis plutôt que ça peut représenter des centaines, voire des milliers, même plusieurs dizaines de milliers de chiffrages tous les ans, eh bien, organiser tout ça plutôt que faire ça sous Excel. Nous avons également des services estimancy qui accompagnent la solution, alors, hormis la mise en œuvre de la solution sur les deux cas d'usage que j'évoquais. Nous avons un premier service qui est de faire de la mesure et l'estimation de logiciels à la demande et de former des équipes, des personnes pour qu'ils acquièrent une expertise sur ces aspects mesure et estimation logicielle. Alors, nous sommes des experts de l'ingénierie logicielle. Nous avons plus de 50 ans d'expérience cumulée sur tout ce qui est mesure et estimation de projet. Nous avons 5 experts point de fonction, dont 2 certifiés IFPUG CFPS. Et puis, on s'appuie sur différents modèles de chiffrage éprouvés. Une base de connaissances interne, ISBG, Cocomo, Calmo, mais d'autres encore. Nous disposons d'un certain nombre de références et puis évidemment les prestations que nous proposons s'appuient sur les outils Estimancy. Alors avant d'expliquer plus en détail notre solution et notre système de mesure en ligne, je voudrais revenir sur quelques concepts de base qui me semblent importants de rappeler. Euh, Quand on estime quelque chose, il faut évaluer donc un effort. Et finalement, un effort, c'est un ratio entre une quantité et une vitesse. C'est vrai que l'on tonde une pelouse, hein, on a une surface à tondre et une vitesse de tonte. C'est vrai que l'on fasse un trajet en véhicule, hein, donc c'est la distance à parcourir avec la vitesse à laquelle on se déplace. Et enfin, c'est vrai dans le monde du logiciel, c'est-à-dire la quantité de logiciels à produire et la technologie qu'on va utiliser. Et il faut bien distinguer les deux choses. Donc il faut bien avoir une mesure de quantité et une mesure, je dirais, de vitesse ou de productivité. Alors dans le cas de la tonte, eh bien, on peut avoir différentes technologies comme la tondeuse à lapin jusqu'à la tondeuse auto-tractée. Pour ce qui est du déplacement en véhicule, ben, on peut être en vélo aussi bien qu'en avion. Et en matière de développement logiciel, on peut être en assembleur comme en Java par exemple. Donc la technologie va influencer énormément la productivité et donc il est urgent, il est vraiment nécessaire de bien toujours séparer quantité et vitesse et productivité. Quand on a dit quantité, on va donc devoir se préoccuper de mesurer la quantité de logiciels.
Donc on a en ce cas deux approches qui peuvent être utilisées, qui peuvent cohabiter d'ailleurs. L'approche technique, mesurer techniquement la quantité de logiciels. Donc techniquement, ça veut dire mesurer des lines of code, hein, des lignes de code, un nombre de programmes, de modules, d'états, d'écrans, de classes, d'objets, de composants, de boîtes, de widgets et ce que sais-je encore. Alors, cette approche technique pose un petit souci, c'est que on devine qu'elle est dépendante de la technologie. Autrement dit, elle va mélanger quantité et productivité finalement. Donc c'est une des faiblesses de cette approche, mais elle a d'autres avantages. L'autre approche, l'approche fonctionnelle, qui consiste à étudier, regarder la demande de l'utilisateur, indépendamment de toute technologie, et dire, bah, essayer de quantifier cette demande. Hein. Et donc, on a quelque chose qui est réellement indépendant de la technologie. On n'a pas besoin de savoir avec quoi ça a été fait derrière. L'autre question qu'on peut se poser, c'est dans le cycle de vie d'un logiciel, j'ai différentes phases. À quel moment je peux appliquer quelle mesure, quel type de mesure, technique ou fonctionnelle? Lorsqu'on est au stade du besoin, finalement, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup d'écrits. Donc la seule chose qu'on peut éventuellement faire, c'est si on a réussi à définir des classes de projets, bah, dire que c'est un projet de type petit, moyen, grand, comme on pourrait le faire avec des t-shirts. Hein. Donc c'est une technique qui marche assez bien, qui permet, lorsqu'on a peu d'informations, de donner un ordre de grandeur de la taille, qu'elle soit technique ou fonctionnelle à ce cas-là. Mais on peut aussi procéder par comparaison. Là, on va regarder le nouveau projet, le comparer par rapport à des projets que l'on connaît. Et puis, lorsque l'on aura un certain nombre de spécifications écrites, eh bien, on pourra assez tôt, finalement, faire des mesures de taille fonctionnelle. Et ça, c'est intéressant. Et puis, lorsqu'on aura des éléments vraiment techniques, autrement dit à partir de la phase de codage, eh bien, on pourra commencer à utiliser des mesures techniques. Alors, on voit que la mesure de la taille fonctionnelle peut intervenir très tôt dans le cycle de vie, ce qui est un avantage, alors que la taille technique, finalement, elle va être utilisable que lorsqu'on a des éléments techniques à mesurer. Donc, la bonne pratique qu'il faut retenir quant à la mesure de la quantité de logiciels à développer, c'est plutôt des approches de type fonctionnel. Alors, il y a ça tombe bien parce qu'il y a une norme qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui s'appelle les points de fonction, qui est une norme ISO, qui nécessite effectivement un apprentissage, un certain niveau d'expertise. Donc, on va s'appuyer sur un expert qui va analyser les spécifications et dire ben, ces spécifications représentent une taille de 300 points de fonction. On dit voilà la quantité de logiciels qu'il faut développer. Les experts sont relativement rares, sont relativement chers, donc c'est voilà, aussi un inconvénient. Donc, juste en deux mots, les points de fonction, on regarde le logiciel comme une boîte noire. On va identifier toutes les entrées, on va identifier les sorties, les requêtes, et puis quelles sont les données internes et quelles sont les données externes. Donc c'est très documenté, c'est tout à fait une mesure formelle, et donc on a quelque chose de tout à fait répétable. Donc avantage des points de fonction, c'est une mesure standard de la taille du logiciel. Hein, ça fait 30 ans que ça existe, c'est très largement déployé dans le monde. Ça permet de faire l'estimation des coûts et des délais de réalisation, mais pas que cela, puisqu'on peut aussi s'appuyer sur les points de fonction pour euh, avoir des indicateurs de performance comme la qualité, la productivité, les coûts, la documentation, la maintenance et autre chose. L'intérêt de la taille fonctionnelle par rapport à la taille technique, donc ici vous avez tout ce qui est relatif à la taille technique. Ici les avantages c'est qu'elle est automatisable. Les inconvénients c'est que ce n'est pas ISO, enfin c'est pas une norme. On peut parfois mixer qualité et quantité. Le calibrage n'est pas toujours simple parce que justement ce n'est pas standard, c'est dépendant de la technologie. Et puis on peut avoir un risque de surenchère. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous achetez des lignes de code
un sous-traitant, bah, il va avoir tendance à vous en fournir plus que nécessaire. La mesure fonctionnelle, elle est applicable tout le long du cycle du projet. C'est une norme internationale, calculable très tôt, partageable avec le client, indépendant des techniques, des technologies. Inconvénient, ça exige une vision non technique et ce n'est pas très facilement automatisable. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des experts. Alors, pour autant, les mesures fonctionnelles, lorsque on sera très en amont du cycle de vie, on va pouvoir appliquer une norme de type point de fonction ifpug, mais qui sera ce qu'on appelle avec des techniques appropriées, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments. On va faire des approches de type early and quick function point. Un peu plus tard, on pourra faire des mesures de type moyenne, et jusqu'à la mesure détaillée, celle qui est documentée dans la norme. Donc, mais c'est la même mesure et donc il y a une continuité. On peut passer petit à petit de early and quick à une mesure moyenne, à une mesure détaillée, sans remettre en cause tout ce qui a été fait auparavant. Et donc ça, c'est un réel avantage. Pour le calcul de l'effort, il y a un certain nombre de modèles standards. Kokomo, c'est le plus connu, mais il y a Snap, de l'IFPUG, il y a Cocalmo, il y a l'ISBG, il y a des modèles de Putman. Bon. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle le plus fiable est celui qui sera basé sur vos données historiques de projet. Alors, si vous avez des bilans de projet, eh bien, très vite, vous pouvez avoir des choses très fiables. Alors, revenons sur les deux grands cas d'usage d'Estimancy. Donc, premier cas, la sous-traitance. Quand on se lance dans un projet de sous-traitance, quand on veut mieux gérer et contrôler les devis des fournisseurs, eh bien, finalement, il y a quatre grands objectifs qui se dessinent. Un, contractualiser sur des composants forfaitaires. Évidemment, quand on sous-traite, on n'aime pas, on sait à l'avance qu'il y aura des avenants au contrat et on ne veut pas des mauvaises surprises. Donc, si on peut à l'avance se mettre d'accord sur une grille tarifaire, sur le type d'opération, de composants, etc., eh bien, ça rassure tout le monde, ça permet d'assainir la relation client-fournisseur. Deuxième objectif à atteindre, industrialiser la gestion de devis. C'est spécialement vrai quand vous êtes dans une organisation qui a beaucoup de sous-traitance, qui peut avoir des milliers de devis à gérer tous les ans et qui n'a pas envie de faire ça avec Excel. Troisième grand objectif, c'est garantir le respect des contrats. Si vous avez une grille Excel, un qui peut être compliqué, deux qui peut être corrompu à tout moment, il suffit de regarder sur Internet comment déplomber une grille Excel, ça prend quelques secondes. Eh bien, vous ne serez jamais totalement sûr que votre contrat est bien respecté, que les bons tarifs sont respectés, que les bonnes formules sont respectées. Et c'est très difficile d'aller voir là-dedans. Donc, trouver un moyen de garantir le respect du contrat. Comparer et challenger les fournisseurs. Lorsqu'on a plusieurs sous-traitants, on aime bien pouvoir savoir si tel ou tel fournisseur est peut-être plus efficace, plus efficient que tel autre, et pouvoir les challenger. Voilà les quatre grands objectifs qui reviennent assez souvent. Alors, quand on met en place Estimancy, il y a trois phases pour mettre en place ce genre d'industrialisation des chiffrages des sous-traitants. On va paramétrer le contrat dans la plateforme, on va former les utilisateurs et apporter un support à l'utilisation. Ça va très très vite, en quelques semaines, c'est opérationnel. Mais la partie la plus délicate finalement, c'est de définir le contrat. Et là, on peut également vous aider, c'est-à-dire identifier les composants logiciels ou services. Alors, par exemple, ce sera un IHM de saisie, mais il faudra identifier les critères qui vont permettre de définir la complexité de l'IHM de saisie. Un nombre d'écrans, un nombre de champs, un nombre de règles de gestion, que sais-je encore. Pour les services, on pourra avoir un service, par exemple, de spécification, d'audit, etc. Deuxième étape, identifier l'impact des opérations effectuées. Ben oui, parce qu'un IHM de saisie, ça peut être une création, une suppression, une modification, une duplication, par exemple. Et ce n'aura pas le même poids. Donc il faut évaluer les opérations et le poids de chaque opération. Il faut identifier les clauses contractuelles doivent être mises en place dans le contrat.
clause de révision de prix? Est-ce que tous les ans vous avez un engagement de gain de productivité annuel, par exemple, qui va influencer finalement sur le prix des composants d'une année sur l'autre? Donc voilà des choses que l'on peut vous aider. On le fait, c'est notre quotidien, et on a même des exemples de contrats qui peuvent servir. Alors, la SNCF qui a externalisé tous ses développements logiciels auprès de grandes SS2I, euh, s'appuie à déployer, enfin on est en phase totale de déploiement, de Estimancy sur les 10 DSI du groupe, euh, avec des gains économiques en matière de réduction des coûts de gestion évalués à 2 millions d'euros par an, et des tas de gains intangibles, hein, comme la traçabilité du chiffrage. Hein, on va en reparler. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites une demande, lorsque un agent SNCF fait une demande à Atos, mettons sur une évolution des travaux, une demande de travail, eh bien qu'il soit en mesure de retrouver les composants identifiés relativement à sa demande. Hein. C'est-à-dire, s'il y a une création, une modification d'une IHM de saisie, ben, qu'il sache dire, ah bah oui, c'est dans le chapitre 5, ligne 3. Ça permet de capitaliser, ça permet de sécuriser des choses. On est sûr que rien ne sera corrompu et que seules les personnes qui ont le droit d'accéder aux informations y auront accès. Ça permet de mieux piloter les sous-traitants, améliorer les contrats et d'avoir un workflow de la demande, donc intégré avec la gestion de la demande. Je reviens sur l'amélioration des contrats. Lorsqu'on met en place des unités d'œuvre, etc., il peut s'avérer qu'on se rende compte que certaines ne sont jamais utilisées ou que certaines sont toujours sujettes à discussion. Donc voilà, ça peut être un moyen avec une base de capitalisation, d'identifier ce genre de choses et d'améliorer le contrat. Deuxième grand cas d'usage, uniformiser les pratiques de chiffrage. Et là, ça rejoint la notion de chiffrage à la demande, vous allez le voir, qui est l'objet du webinaire. Alors, pourquoi faire du chiffrage à la demande? En fait, c'est difficile de faire de la mesure et de l'estimation de projet. Euh, c'est difficile parce qu'il faut être réactif. Hein, la demande, c'est toujours pour hier. Il faut être objectif, ne pas être, par exemple, partie prenante dans le projet, vouloir absolument le projet parce que c'est un truc qui m'intéresse et autres. Résister aux pressions du client ou du management qui, d'une manière générale, va dire c'est trop cher. Il faut être formé, mieux même certifié sur ces pratiques. Et pour cela, il faut pratiquer quotidiennement et puis avoir une démarche d'amélioration continue. Enfin, avoir défini un processus qui soit répétable et disposer des bonnes méthodes et des bons outils. Alors quand on a dit tout ça, on se rend compte qu'un chef de projet ne peut pas faire cela, parce qu'il va faire ça de manière très très épisodique, à chaque début de projet, voire une ou deux fois dans l'année, ce qui est pas, on est très loin du quotidien, et comme c'est quelque chose qui nécessite une expertise qui doit être entretenue, voilà. Donc il faut mieux s'appuyer sur des cellules dédiées, qui ont ce rôle-là, qui vont servir les projets et rester objectif relativement au projet. Donc, une des propositions d'Estimancy, c'est de devenir votre cellule de chiffrage, de mesure et d'estimation de projet. Et on a tous les outils pour faire cela en ligne. Donc, comment ça se passe d'une manière générale? Vous avez, on récupère un certain nombre d'informations, on transmet un petit questionnaire pour connaître le contexte du projet. Il y a des échanges téléphoniques avec le chef de projet et ou les experts certifiés. Généralement, on peut, si vous le souhaitez, transformer ça en une liste d'exigences plus organisée et puis faire donc un chiffrage détaillé qui vous sera rendu en ligne. Ok. Voilà comment ça se passe. Ça prend quelques jours. La durée dépendant bien sûr de la complexité du projet, de la taille du projet. Donc, comment on fait pour réaliser la mesure? Eh bien, on collecte des documents qui peuvent être de nature très différente. Et puis, on va effectuer la mesure dans ces documents en assurant la traçabilité entre les exigences et les composants identifiés afin de vous faciliter le contrôle. Hein.
Donc, en entrée, généralement, on a du Word, on a de l'Excel, du PowerPoint, du PDF, éventuellement du Jira ou un outil de type gestion ouais, de demande ou d'exigence. Mais très souvent, c'est du Word ou du PDF. Alors, pour le Word et pour le PDF, on a une solution qui est l'API Word, qui nous permet directement dans Word d'annoter ce que l'on voit, ce que l'on lit et dire, ben, ça, ici, je vois une IHM de saisie, par exemple. Et en quelques clics, ça nous permet d'aller très très vite et ça vous permet à vous de pouvoir contrôler, d'avoir la traçabilité évoquée précédemment, permettant de se rendre compte qu'effectivement, dans l'écran d'accueil, il y a bien un IHM de saisie plutôt que d'avoir d'un côté le document et une grille, un tableau Excel, par exemple, dans lequel vous devrez réconcilier. Pour la partie estimation, alors si vous avez votre base de capitalisation, ben, on va s'empresser de l'utiliser, mais on peut, ce qui est une bonne pratique, c'est que on fasse des chiffrages selon plusieurs approches. On va faire par exemple une approche COCOMO 2, une approche ISBG, et puis une approche avec votre base de capitalisation. On verra si ça converge. Et si ça diverge, on essaiera de comprendre pourquoi. Donc ça permet de renforcer la crédibilité sur l'estimation. Et puis tout ça va vous être restitué au travers de la plateforme. Vous aurez l'historique de tous vos chiffrages. Chaque chiffrage aura toutes les informations qui vous sont nécessaires. Et petit à petit, on va construire finalement votre référentiel en ligne auquel vous pourrez accéder quand vous le souhaitez avec l'historique. On pourra gérer des versions, on pourra faire des nouvelles mesures à la demande en réutilisant les passés. Donc voilà, de manière très très simple. Donc les gains en fait de cette approche ce service de mesure et d'estimation en ligne, c'est que ça va permettre de fiabiliser vos budgets, de sécuriser les projets, de challenger les équipes et de capitaliser sans qu'on s'en rende compte. Bien, nous allons passer à la démonstration. La démonstration va se dérouler en deux temps. Une première partie où je vais vous montrer comment on part d'un document, on fait la mesure en point de fonction et puis on peut voir le résultat dans Estimancy. Et puis ben, après on va appliquer le calcul de l'effort par différentes méthodes et même un benchmarking. J'interromprai à ce moment-là la démo pour revenir sur une des grandes innovations que nous introduisons, à savoir tout ce qui est chiffrage automatique grâce à des techniques d'intelligence artificielle. Je vous en expliquerai les principes avant de vous en faire une démonstration. Alors, je vais sortir de PowerPoint et je suis dans un document de spécification. Là, je suis sous Word et dans Word, j'ai activé des touches programmées. En fait, j'ai des touches qui sont programmées. Hein, bien, ça fait partie de l'API Word Estimancy. Autrement dit, lorsque je vais sélectionner un texte et je vais cliquer sur F1, ben, je vais dire que je vois une entrée. F2 pour une sortie. En fait, là, on est sur des points de fonction, enfin, les composants en points de fonction. Donc, entrée, sortie, interrogation, groupe de données interne, groupe de données externe, et puis des niveaux de complexité, simple, moyen, complexe, que je déclare en appuyant sur F7, F8 ou F9. Puis, la notion de groupe, c'est la notion de chapitre, hein, de regroupement d'exigences. Donc je suis dans mon cahier des charges, je lis mon cahier des charges, les specs, et puis lorsque je vois quelque chose, voilà, je vois une tête de chapitre, fonction utilisateur, ben, je vais dire que c'est un groupe d'exigences. Et donc j'appuie sur F12, et vous voyez que dans la marge, eh bien, on a introduit un commentaire pour dire que cette fonction, c'est un groupe d'exigences. J'ai ensuite l'écran d'accueil, je sélectionne le texte, je dis qu'un écran d'accueil c'est une entrée, donc j'appuie sur F1 et en lisant je m'aperçois qu'il est complexe, donc j'appuie sur F9. Et vous voyez que entrée complexe F9. Traitement recherche, je vais dire c'est plutôt une sortie, F2 également complexe, non, on va dire moyennement complexe. Impression des informations, on va dire que c'est une interrogation, F3 F7, plutôt simple, l'interface batch, c'est un nouveau groupe. Vous voyez, donc je balaye mon document, je le lis, je l'analyse, je dis, bon ben,
c'est tel composant que j'identifie. Je pourrais évidemment identifier des groupes de données internes, externes, etc. Bon. Mais vous voyez, c'est excessivement simple, ça va très très vite. Et pour le relecteur, celui qui va contrôler le chiffrage, eh bien, il va reprendre ce document, il va dire oui, effectivement, là il y a bien une sortie, une entrée. Alors, ça peut être des points de fonction, ça peut être des composants en unité d'œuvre qui vous sont spécifiques. Tout ça se paramètre de manière très très simple. Alors, j'en ai introduit beaucoup derrière, vous allez voir, pour qu'on ait une taille de projet qui soit significative. Là, ce qui compte, c'est une fois que j'ai fini mon marquage de mon document, je appuie sur Estimate dans le menu Estimancy, ce qui va avoir pour finalité d'exporter tout ce qui a été marqué dans un fichier Excel que je vais pouvoir importer dans la plateforme. Donc ça, c'est fait. Et je vais maintenant pouvoir aller dans la plateforme Estimancy. Donc je suis dans Chrome, dans l'espace qui est préparé pour ça. Donc chaque ligne ici représente un chiffrage. Donc j'ai une demande de travaux, un nom d'estimation, une version, ça gère les versions, une date, la description, le statut dans lequel on est. Donc c'est le workflow que l'on définit selon ce que vous souhaitez, qui en est l'auteur, et puis les informations qu'on a remontées, tout ça bien sûr ce paramètre. Et puis sur chaque chiffrage, eh bien, on peut faire différentes opérations sur lesquelles je reviendrai. Donc en l'occurrence ici, on a une nouvelle estimation à créer, donc on va la créer à partir d'un modèle existant, qui est celui-ci. Comparaison Cocomo KPI ISBG. Je vais l'appeler démo. Démo, c'est l'application, mettons CRM. Un petit commentaire. Évolution CRM 2018, RGPD par exemple. Crac. Donc, lorsque j'ai fait ça, alors le modèle est un peu compliqué, vous allez voir qu'en fait, il va permettre de faire trois estimations en parallèle avec trois approches, trois modèles d'efforts différents. Donc, on va avoir l'estimation qui va apparaître avec ce qu'on appelle le plan d'estimation. Le plan d'estimation, c'est les étapes par lesquelles nous passons pour faire les calculs. Alors, j'arrive auparavant sur une fiche sur le descriptif du projet d'estimation. Je ne vais pas m'en préoccuper pour l'instant, je vais directement au résultat. Donc vous voyez que ici j'ai plusieurs étapes. Donc j'ai une mesure en point de fonction, celle que je vais importer qui a été faite dans Word. Je vais ensuite faire un COCOMO et puis une ventilation des activités cycle projet. Je vais également faire une comparaison benchmarking avec COCOMO et une valorisation dans ISBG et pareil, cycle de vie projet. Et enfin, des KPI, une approche base de capitalisation, pareil avec la ventilation des activités. En dessous des vignettes qui vont se remplir au fur et à mesure. Alors ici, j'aurai la taille en point de fonction et puis l'effort COCOMO, l'effort ISBG, l'effort KPI. Donc, première étape, point de fonction. Donc, je clique sur la boîte point de fonction et je vais pouvoir importer. Donc, ajouter, oui. Sélectionner un fichier source. Sélectionner le fichier. Estimancy démo. Et c'est le fichier qui est ici. On est bien le 26 à 11h43. Ouvrir. Importer. Alors, je ne vais pas demander d'activer le traitement automatique. Et j'ai appelé ça, j'ai déjà des titres, donc je n'ai pas besoin d'en mettre. Donc voilà, ça va importer tous les composants qui ont été marqués dans le fichier Excel. Et on va retrouver donc la tête de chapitre fonction avancée. Il y avait une autre truc qui était fonction utilisateur. C'est celle-là qu'on a marqué. Fonction utilisateur, écran d'accueil. Donc vous voyez, j'avais traité tout ça. Donc ça se trouve dans le document SFG, gestion des abonnés version 1.2 docx, page 2, et ça a été fait par Patrick Abon. Et puis, lorsque donc j'ai toutes les informations, la traçabilité, je vais demander à valoriser. Maintenant, vous voyez, on a des GDI, groupes de données internes qui sont complexes. J'ai les entrées, sorties, interrogations que j'avais marquées.
et j'ai demandé à les valoriser. Et donc ici, ça fait 6 points de fonction brut. Et je pourrais pondérer par l'opération. Dire que c'est une création, bon, bah, c'est 6 points de fonction. Une modification, ce serait un peu moins. Donc on pondère la taille en fonction de l'opération effectuée. Et donc j'ai un total de 233 points de fonction. Ok. Deuxième étape, je vais faire dérouler un COCOMO. Et je vais dire que oui, on a un peu d'antériorité là-dessus. On connaît, hein, l'antériorité, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. La maturité, la maturité, on est pas mal. Documentation adaptée, non, oui, c'est bon. Facteur personnel, alors là, on a plutôt des gens qui sont plutôt bons, hein, donc je vais prendre une équipe, tout ce qui est relatif à l'équipe, hein, je vais mettre tout à plutôt bon. On est une bonne équipe pour réaliser ça. On est en Java, oui. C'est du plutôt monocyte. Et lorsque j'ai terminé de saisir mes hypothèses, eh bien, je vais pouvoir calculer, savoir donc quel est l'effort qu'il faut prévoir. Donc là, l'effort brut, c'est 443 jours. Si je vais à l'étape suivante, eh bien, je vais pouvoir ventiler. Alors, j'ai retenu ici un cycle de vie qui est assez simple. Je pourrais avoir des tas d'options, dire que j'active des tests approfondis dans le cas de cette évolution ou non. Enfin, bon, bref. Donc, je suis en gros à 487 jours hommes tout compris. La ventilation est faite de la manière suivante et ce qui arrive à 300 000 euros, en gros. Donc, j'ai fait une première estimation selon le modèle COCOMO. Deuxième estimation, je vais appliquer le modèle ISBG, qui est un modèle, en fait, ISBG, c'est une base de données, benchmarking, qui rassemble plusieurs milliers de projets. On lui donne en entrée la taille, en point de fonction, et puis on va calculer relativement à cette base euh, le nombre de, comment dire, quel est l'effort que permet de calculer cette base. Donc en fait, chaque point ici représente un projet, hein, de la base de données. Avec cette base de données, on déduit en fait une fonction de corrélation et puis on en déduit euh, la, 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 la taille relativement à cette fonction-là. Alors, au passage, j'ai comparé avec Kokomo, je vois que j'ai 33% d'écart, ce qui est significatif. Mais pour autant, ça ne doit pas forcément m'inquiéter parce que ISBG est une base de données qui collecte d'abord un grand nombre de projets et on peut voir que sur sur cette zone-là, j'ai quand même une variation qui est quand même assez significative. Donc voilà, c'est grande dispersion. Et en plus, ISBG a tendance à rassembler que des projets qui ont été très très successful. Autrement dit, avec une très bonne productivité. Bon, on peut facilement rajouter 20-30% par rapport à des projets moyens. Euh, bon, donc on a une version ISBG. Cycle de vie projet, ben, même principe. J'applique le même cycle de vie projet et je suis à 332 jours, 365 jours avec les activités notamment de gestion de projet. Troisième approche, là j'ai une base interne de capitalisation. Donc je lui soumets donc 233 points de fonction. Même principe que ISBG, mais sur des projets qui sont chez moi. Et je fais calculer. Je suis donc à 369 jours, donc qui est intermédiaire finalement entre Kokomo et ISBG. Donc probablement, ça c'est a priori quelque chose qui va être à retenir. D'abord, c'est parce que c'est mes données, donc il y a plus de fiabilité en principe avec nos mesures de productivité que celles qui sont très générales. Donc on est à 406 jours, hein, ici au total, contre 487, il y avait 20% d'écart, ce qui est significatif. Donc, mais bon, donc voilà. Euh, on pourrait dire, voilà, mon projet probablement devrait faire dans les 370
comment dire, jour homme. Voilà, j'ai terminé. Vous voyez que, de manière très simple, j'ai importé un fichier, une mesure faite en point de fonction dans un fichier Word, et puis j'ai exploré trois cas, trois hypothèses, trois chemins d'estimation très différents pour pouvoir faire des comparaisons. Alors, il arrive que on soit quand même beaucoup moins différents, hein. Alors, on pourrait revenir éventuellement sur les hypothèses Kokomo, peut-être que j'ai été un peu surdisant sur certaines, mais voilà, on peut éventuellement explorer selon les écarts qu'on a d'habitude, on pourrait explorer, euh, essayer de comprendre pourquoi il y a une sorte de différence. Quand j'ai terminé, ben, je vais juste dans ma liste des estimations, donc je vais retrouver ici la démo. Elle est plus en préliminaire, je vais la passer en cours, et même je vais dire que en cours, je voudrais la passer en relecture, demander à quelqu'un de relire. Notez au passage que j'ai l'historique des changements qui sont faits, à quel moment on a changé d'étape. Donc là, elle pourrait être en relecture pour validation avant d'être. Voilà. Euh, voilà comment j'ai fait en quelques secondes, enfin quelques minutes, une estimation. Alors, j'ai pas remonté les résultats, c'est un défaut de paramétrage de mon modèle. Euh, voilà un premier exemple de la chose. Alors, je vais revenir sur ma démonstration. Donc, je vais maintenant vous parler d'apprentissage, de ce que l'on a développé, qu'on développe depuis plusieurs années, en collaboration avec des grands groupes, hein, qui est qui s'appuie sur des techniques d'IA. À chaque fois que vous nous confiez ou que vous réalisez un chiffrage avec Estimancy, finalement, vous avez d'un côté le texte, autrement dit du texte en langage naturel, les exigences, hein, et puis la mesure et le chiffrage en point de fonction, hein. Et donc on stocke cette information, donc texte en langage naturel plus la mesure point de fonction, dans une base de connaissances. Pourquoi? Parce que ce qui est compliqué finalement, ce qui prend du temps dans un chiffrage, c'est de faire cette opération de mesure en point de fonction. Donc l'idée, c'est essayons de construire une base de connaissances, de garder toutes les mesures point de fonction effectuées, de manière à s'appuyer, en s'appuyant sur les techniques d'IA, pouvoir automatiser ça. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle mesure point de fonction, eh bien, on va alimenter la base de connaissances. Ok. Alors, je ne fais rien d'autre que ce que je vous ai montré il y a quelques minutes, hein. C'est la base de connaissances est auto-alimentée avec ce que j'ai fait. J'ai bien les exigences et puis la taille. Et en fait, ces informations, hein, vont permettre, grâce à des techniques d'IA sur lesquelles je vais revenir, donc au bout d'un moment, on aura suffisamment de cas, on aura une base de connaissances suffisamment riche pour construire un modèle de sizing automatique. Alors comment l'idée c'est quoi, hein? C'est vraiment de pouvoir remplacer la mesure point de fonction par un expert, hein, et ça en s'appuyant sur donc, des techniques d'IA, en particulier le traitement automatique du langage, oui, parce que les exigences sont en langage naturel, et avec des techniques de machine learning, parce qu'on a une base de connaissances. Alors comment ça fonctionne de manière très macroscopique? Vous avez des exigences en entrée. Il y a deux étapes en fait dans le processus de comptage point de fonction. Euh, Première étape, on identifie ce qu'on appelle les données. Les données et les attributs. Alors, en quoi cela consiste? Si je vois par exemple afficher le compte client, eh bien, compte client, ça va être une donnée et on devine qu'il y a des attributs derrière. Alors, le compte va être soit détaillé en disant compte client de points, nom, prénom, âge, et blablabla, ou bien dispersé dans d'autres exigences où ça sera défini ailleurs. Donc, en fait, l'identification des données, c'est quelque chose qui est transverse aux exigences. Et lorsque on dit afficher le compte client, selon le nombre d'informations à afficher, eh bien, l'affichage sera plus ou moins complexe. On dit la sortie sera plus ou moins complexe. Donc il est nécessaire dans un premier temps d'identifier les données et ensuite dans un deuxième temps, on va pouvoir classer les traitements en entrée, sortie, interrogation en fonction des données manipulées. C'est comme ça que ça fonctionne dans les points de fonction. Donc on a deux étapes, une qui s'appuie sur une technique de traitement automatique du langage et l'autre c'est de l'apprentissage.
Et donc, à l'issue de ces deux étapes, on a la taille en point de fonction. Et donc, après, on peut appliquer le modèle d'effort que l'on préfère, Kokomo, ISBG ou que sais-je encore. Donc, voilà comment ça se procède. Donc, je vais vous montrer maintenant euh, en démonstration. Mais avant ça, je voudrais dire que une des questions qui revient souvent, c'est, enfin, que j'ai envie de poser à nos clients, c'est est-ce que vous souhaitez ou non alimenter la base de connaissances point de fonction générale ou non? Parce qu'il y a des questions de confidentialité des informations derrière cela. Alors, oui, c'est-à-dire que si vous êtes prêt à le faire, et on vous encourage évidemment à le faire, vos données restent totalement confidentielles. C'est-à-dire le texte, les exigences que vous nous confiez, leurs mesures en point de fonction, c'est quelque chose qui reste totalement confidentiel. Parce qu'en fait, alors, ce qu'il en ressort, nous, derrière, c'est quoi? C'est un modèle machine learning et qui est construit sur toutes ces données de la base générale, la base de connaissances. Et un modèle de type machine learning, c'est un modèle qui n'est absolument pas lisible. Il ne véhicule aucune information confidentielle et donc il n'est pas exploitable, il ne va révéler à aucun moment vos secrets. Et donc, alors, mis à part le fait qu'il n'est pas même pas accessible par les autres clients, par les clients, les autres utilisateurs, de toute façon, c'est un modèle qui est totalement illisible. Okay. Donc, nous vous encourageons à alimenter la base de connaissances générale. Si vous ne le souhaitez pas, ben, vos données ne sont pas moins confidentielles. Nous construisons votre base de connaissances dédiée. On construit un modèle machine learning sur vos données de base dédiée et uniquement celle-ci. Mais du coup, ça prend plus de temps puisque la mise en œuvre sera plus longue. Alors, pour encourager nos clients à aller dans la première voie, on est prêt à leur faire un chiffrage gratuit et leur faire 30% de remise sur la mesure en point de fonction que nous faisons manuellement dans la phase d'apprentissage. Voilà, donc je vais revenir à la démonstration maintenant. Donc pour cela, je vais activer un autre cas. Je vais activer, ben, on va s'appuyer sur du Jira, enfin en l'occurrence c'est du Redmine, hein, je vais vous montrer. Nous on a une base ici, donc j'ai tout un ensemble d'exigences qui sont en langage naturel. Je vais peut-être me connecter quand même. Ok, login. Donc j'ai ici Vision V3, j'ai je crois 62 exigences. Et si j'en prends une, par exemple celle-ci, le système Vision doit avoir une interface entrante permettant d'alimenter le transactionnel Vision avec les données de new blabla, et qui sont les suivantes. Alors, voilà, c'est tout un ensemble de données ici qui doivent être importées. Et donc voilà, j'ai des exigences de ce type-là, donc en langage naturel. Si j'en prends une autre, gestion des utilisateurs, Vision de permettre la gestion des utilisateurs. Là, pour le coup, on est très Léona. Mais bon, il y en a qui sont tout à fait plus détaillés. Donc, ce que je vais faire, c'est hop, copier ce lien-là. Ok, j'aurais dû revenir sur démo. Je vais revenir sur démo. Hop, je reviens ici. Et donc, je vais créer une nouvelle estimation à partir d'un projet agile. Donc, je vais l'appeler démo 2. Application, je sais pas, compta. Non, c'est Vision en l'occurrence. Oups. Vision. Sauvegarder. Alors, on va voir que dans le cas présent, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus simple en matière de plan de chiffrage. Hein, il n'y a que 4 étapes, donc je vais aller directement au résultat. Les points de fonction qui vont être calculés en automatique. On va appliquer un calcul d'effort basé sur une base de capitalisation, faire un arbitrage coût-délai, parce qu'on peut livrer plus vite en mettant plus de personnes, mais ça va coûter plus cher, ou à contrario, livrer plus tard avec une plus petite équipe, ce qui coûtera moins cher. Et enfin, la ventilation en cycle de vie du projet. Alors, je vais venir sur la première. Remarquez au passage que ici, j'ai donc différentes vignettes qui vont permettre d'afficher les résultats, mais pour l'instant, bien sûr, elles ne sont pas activées.
Alors je vais apporter, donc ajouter, sélectionner, donc là on est sur du Redmine. Pose le lien que j'ai collé ici. Je vais faire activer l'identification par IA. Je veux dire que c'est Vision. Hop, Vision Redmine. Et je vais importer. Alors que fait le système? Il va aller récupérer les informations qui sont dans Redmine, les importer sur le serveur Estimancy, qui va lui-même les envoyer au serveur IA. Le serveur IA va identifier les données, y classer les traitements, et puis rendre la main lorsqu'il aura terminé. Voilà, donc c'est terminé. Je vais retrouver ici les données avec un D ici, avec toutes les données qui ont été identifiées. Et puis ici, le T signifie traitement et donc tous les traitements. Alors, je les ai mis en mode simple, hein, c'est un paramétrage pour aller plus vite dans la démonstration. Voilà. Donc voilà. Ah non, c'est 7, pardonnez-moi, je me suis trompé. Et donc, si je vais tout à fait à la fin, il y en a quand même pas mal, vous voyez. J'ai 573 points de fonction qui ont été identifiés. Ok. Je peux passer à l'étape suivante. Alors, je peux aussi visualiser les données, hein. Je vois que j'ai dans New RPG, je vais retrouver un certain nombre d'informations et autres. Donc, je vais maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le calcul de l'effort. En entrée, j'ai 573 points de fonction. Je fais calculer. Il me rappelle mes projets de la base. Il en déduit la fonction de régression. Il en déduit qu'il faut prévoir 766 jours hommes de RTU. Je vais ensuite à la ventilation. On calcule la durée et la taille des équipes. Donc là, en fait, l'idée, c'est que par défaut, il me dit, ben, si je prends un staffing trapèze, hein, il faut compter 7 personnes et ça va durer 37 semaines. Il faudrait compter un peu plus avec un staffing du type relais. Donc, et je peux dire, ben non, j'ai pas 7 personnes, j'en ai que 5. Donc, je vais descendre un petit peu ici, voilà, je vais mettre par là. 5 personnes, hein, ce qui va me rallonger, bien sûr. Mais qui va me permettre de payer moins cher parce qu'on est plus efficace avec 5 personnes. Il y a moins de pertes en termes de communication. Et donc, je vais avoir ma montée du staffing. Alors, je vais prendre les deux, masquer les deux optimaux. La version optimale du staffing adapté, c'est-à-dire avec mes hypothèses de 5 personnes, eh bien, il faudrait, voilà, non, c'est pas d'ailleurs, c'est 6,79 personnes. Eh bien voilà, ça serait cette courbe-là de montée en charge en mode trapèze. J'ai défini un plafond à 5 personnes. Et donc je vais avoir, il recommande qu'il y ait une personne et demie la première semaine, puis deux, puis deux et demi, etc. On monte jusqu'à un plafond de 5. Et puis à la fin du projet, on diminue progressivement. Ce qui est un comportement tout à fait normal. Et donc ça nous ferait donc 5 personnes maximum sur une durée de 41 semaines. Si je vais un peu plus loin, eh bien, je vais calculer la ventilation en cycle de vie projet. J'ai l'effort par phase et par profil, donc les analystes, les développeurs français, etc. Donc j'ai en jour homme, hein. Et puis les coûts, pareil, euh, phase profil. Donc projet qui va coûter 440 000 euros à peu près. Euh, et 650 jours hommes de développement. Donc j'ai terminé à ce stade. J'ai remonté ces informations. Là, mes vignettes étaient bien paramétrées, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Euh, et puis, donc, je vois le résultat dans ma liste des chiffrages. Donc, je peux la passer maintenant, éventuellement, en cours, puis en relecture et éventuellement en validation si je le souhaite, en contrôle.
Bon, donc je définis le workflow de la manière euh, que je veux. Donc voilà, en fait, cette approche IA permet en fait de capitaliser sur les capacités qu'ont aujourd'hui les techniques d'intelligence artificielle à faire du traitement automatique du langage et du machine learning. Vous construisez votre base de connaissances, vous n'avez rien à perdre, ça vous coûte rien, mais en plus on arrive à en faire quelque chose parce que ben, on obtient déjà des bons résultats sur ces aspects sizing automatisé. Voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration. J'espère que j'ai su vous intéresser. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d'informations. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.